l'appui de tout le monde. Tout le monde est partant, les services de l'État, la culture, l'industrie, la recherche. On cherche aussi des partenariats étrangers pour nous donner des conseils. Et donc pendant l'automne 91, il y a des visites qui sont organisées sur le site, on discute. Moi je viens faire le show avec une diapositive pour expliquer ce que c'est que la mine. Et le projet démarre en janvier 92. La commune crée un service culturel municipal. Elle embauche 2 personnes. Quelqu'un qui va s'occuper de l'administratif, chercher de l'argent, subvention, c'est Yann Coburn, que l'ancien connaissent. Et puis moi, en tant que responsable scientifique pour mener les fouilles archéologiques, sachant que ça fait déjà 10 ans que je fais un peu ça en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines. Donc j'apporte mon expérience. Et donc tout cela démarre, des chantiers archéologiques qui après vont être suivis par des chantiers de jeunes bénévoles pour faire des travaux sur le site, des partenariats locaux pour faire un certain nombre de travaux, notamment des partenariats avec des organismes d'insertion qui vont faire travailler les gens sur des projets de réhabilitation, des choses qui sont bien financées. Ça c'est le boulot d'Yann, c'est de trouver de l'argent, donc tous les projets, tous les montages de dossiers où on peut trouver de l'argent pour payer des choses, lui, il était très bon pour ça. Avec le spéléoscope pour faire des choses explosives. Et puis, beaucoup de programmes européens qui ont permis de faire les travaux d'investissement. Et toutes ces subventions, il faut bien se rappeler, c'est des travaux d'investissement. C'est pour faire des travaux sur le site, c'est pas pour faire du fonctionnement. Donc très rapidement, la commune a bien fait comprendre aux membres du service culturel il n'est pas question que la mairie subventionne à fonds perdu le fonctionnement de mines touristiques. Il faut s'arranger pour arriver à un équilibre. Pas des beaux discours, non, il faut faire rentrer du pognon. Donc ça va sous-tendre tout ce qu'on va essayer de faire sur le site, faire en sorte que ça fonctionne, que ce soit équilibré. Bon, alors on a un site qui est quand même assez exceptionnel. Au niveau documentation historique, on a eu beaucoup de chance, beaucoup de documentation conservée avant que le rapport de l'Adrien disparaisse, j'avais tout photocopié. Beaucoup de plans magnifiques, beaucoup de photographies anciennes, etc. Et puis, comme ça dure depuis 35 ans, j'ai eu le temps de devenir un peu historien et de me lancer dans les archives notariales, de trouver des noms de mineurs. Là, on a 1500 noms d'ouvriers cadres qui ont travaillé dans la mine. Et on connaît pas mal d'actionnaires du 19e siècle. Et puis on a retrouvé des pépites comme les livres de comptabilité, vraiment des trucs super. Sur le terrain, les premières années, dans les années 90, on a passé beaucoup de temps à faire des fouilles en surface sur les vestiges de l'atelier qui s'était niché au fond de la gorge pour être au plus près des entrées des galeries, à côté du torrent qui allait fournir l'énergie hydraulique. Et comme c'est un site qui était paumé, il n'y a pas eu de repreneur quand la mine a fermé, donc les vestiges sont restés enfouis dans les murs éboulés. Les ferrailleurs sont bien venus dans les années, à peu près une trentaine d'années après la fermeture. Ils ont pris tout ce qui était en élévation, mais tout ce qui était un peu enterré dans le sol est resté intact. Et on a fait des belles découvertes archéologiques, par exemple des Round Buddle. Et on a commencé à faire des visites touristiques très rapidement. Et du coup, quand les gens se rendaient vers les galeries d'entrée de souterrain, forcément, ils passaient de côté des ruines, ils voyaient les étudiants en archéologie qui fouillaient, donc c'était très très attractif. Mais on se rendait bien compte que c'était difficile d'avoir un discours auprès du grand public sur l'intérêt de toutes ces machines de traitement, de préparation mécanique. Parce que pour le commun des mortels, commencer à parler de comment ça fonctionne, les gens ne suivent pas. Il faut un bagage technique, ou alors il faut être un talentueux guide, animateur, pour arriver à intéresser les gens là-dessus. Donc on sentait que c'était difficile, alors qu'en souterrain, les gens ils étaient enchantés d'être sous terre, etc. Donc très progressivement, on a compris que c'était le souterrain qui a arrangé les gens, qui intéressait les gens, et c'était là qu'il fallait mettre le paquet pendant les visites, par rapport à la surface. Néanmoins, on a pris soin de tous ces vestiges. Certains ont été sauvegardés en travaillant avec le laboratoire Art Nucléaire. Pendant 10 ans, ils sont restés enfouis. On les a fouillés en soirée, Christophe. Une fois que le soleil était couché derrière la montagne, on les a dégagés. On les a étudiés, photographiés, dessinés. On les a réenfouis. On a attendu 10 ans pour avoir des crédits avec le laboratoire Art Nucléaire. On les a redégagés, complètement démontés, y compris les structures
support. Tout ça, ça a été traité dans le laboratoire. Et aujourd'hui, tout ça est empaqueté dans des caisses à l'abri, stocké dans des lieux rangés, parce que si on veut les remonter en place, il faut de la place, il faut 4 mètres de diamètre. Donc sur le site, c'est pas possible, parce qu'il faut que ça soit hors gel, hors eau, hors air. Dans le musée qu'on a à l'Argentière, on n'a pas la place, et il n'est pas hors gel, il est parti où il y aurait de la place, donc pour l'instant, on attend. Ils existent. C'est remarquable, hein, c'est vraiment des belles pièces. En attendant, ben, on a fait des reconstitutions virtuelles. Là, on a fait un travail l'année dernière, c'était entièrement payé par l'Office du tourisme, avec la société Render, qui nous a fait une reconstitution virtuelle du grand atelier. Donc on peut aller sur le site, on met son smartphone dans un machin en carton, devant la tronche, là, et puis on regarde, et puis on voit les machines qui tournent, etc. C'est pas mal. Le problème, c'est que c'est forcément une prestation particulière, il faut trouver les clients. C'est du tourisme de niche, hein, ça, c'est le terme qu'on utilise. C'est pas facile à vendre. Allons sous terre. Donc sous terre, on s'en est bien occupé dans les années 90, on a tout exploré. Et c'est une mine qui n'est pas dans un super bon état, il y a des endroits c'est pas mal pourri, pas mal comblé. Surtout les parties les plus intéressantes, elles étaient pleines d'alluvions. Le torrent est rentré dans la mine et a complètement ensablé les parties les plus intéressantes historiquement. On a fait le relevé de tout ça, et puis pour que ça soit plus compréhensible auprès du grand public, on a fait un travail d'infographie. C'est bouffé là par le truc. C'est Antoine Constant qui avait fait ce travail d'infographie. Donc tous ces travaux là d'infographie, que ce soit avec Render ou avec Antoine, moi, le scientifique, je dois apporter les éléments pour que les spécialistes de l'infographie fassent quelque chose d'intéressant. C'est vraiment bien de faire ce travail en tandem. Et très rapidement, donc, je vous l'ai dit, dès les premières années, on a compris que c'était dans ce secteur-là qu'il y avait les choses les plus intéressantes et les plus faciles à valoriser pour faire un circuit touristique souterrain. Mais voilà, le problème c'est que c'était ensablé, donc il y avait du boulot. En même temps, pour démarrer nos visites, pour commencer à expérimenter une manière de faire visiter, de faire présenter l'histoire de la mine, on est allé voir ce qui se passait ailleurs. On avait déjà auparavant visité beaucoup de sites miniers. Moi, du temps que j'étais en Alsace, grâce à Pierrot, Bernard Bolly, on avait fait des voyages en province minière germanique, des sites exceptionnels. Là, à l'Argentière, avec Yann Coburn, qui est donc britannique d'origine, on a fait des voyages d'études mémorables au Royaume-Uni. Hein. Christophe avait participé, c'était épique. Et avec Béatrice, on avait fait aussi des voyages en Espagne. Voilà, bref, on va s'inspirer de tout ce qui a été fait ailleurs. Il y a des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on a à l'Argentière, donc ça ne nous apporte pas grand-chose. Et puis il y a d'autres sites, comme par exemple cette mine au Royaume-Uni, où c'était intéressant, on avait des machines à peu près similaires. On l'a visité à 2 reprises, ce site. La première fois, il mettait bien en valeur des machines qui avaient été reconstituées ou retapées. Et puis, les quelques années plus tard, quand on est retourné, tout ça, c'était dans un coin. On s'en occupait plus, parce que ça n'intéressait personne. Les touristes, ils n'accrochaient pas. Par contre, c'était les animations, où on joue avec les graviers, etc. Ça marchait bien. Donc, c'est ça qui était mis en avant. Et donc, on constatait que les aspects très techniques étaient un petit peu en désuétude. C'était mis de côté. Dans la mine, comme il y avait beaucoup d'alluvions, il a fallu les enlever. Donc là, on a beaucoup travaillé, surtout à la fin des années 90, avec des jeunes bénévoles, des chantiers internationaux, qui venaient pendant plusieurs semaines remplir des seaux et des brouettes et sortir tout ça. Vous voyez la quantité qui a été déplacée, hein, ça fait pas mal. Mais bon, il suffisait d'être un peu enragé, puis année après année, ça avançait. Et le résultat de tout ça, ça a été de dégager la salle des machines, qui était complètement ensablée avant, de retrouver les vestiges des machines qui avaient été préservées des actions des ferrailleurs, parce qu'elles étaient enfouies dans le sable. Donc elles ont pu passer le XXe siècle, protégées par les alluvions.
On les a dégagés, en bon état, rien à faire de particulier dessus, elles sont déjà assez spectaculaires comme ça, mais ces techniques, ça reste toujours un petit peu obscur pour les visiteurs. Donc là aussi, on a fait des reconstitutions 3D avec l'entreprise Render, mais c'est compliqué à vendre comme produit de visite, c'est compliqué à gérer. Donc là, maintenant, on est parti dans le projet ambitieux en fait, de sortir du virtuel, de refaire les installations à l'identique. Donc on a déjà commencé à reprendre la fouille de la fosse de la roue hydraulique. Là, on a dégagé l'axe de la roue et on a le projet de réhabiliter tout ça et de reconstruire une roue in situ. Et comme ça, les gens verront les choses en grandeur nature. Donc, on a eu la chance à l'Argentière de pouvoir faire visiter la mine dès la première année. On était au XXe siècle, hein, niveau sécurité, c'est moins chiant qu'aujourd'hui. Et puis c'est la mairie, c'est la commune qui pilote le projet. Donc c'est le maire qui donne l'autorisation. Et à l'Argentière, on a toujours eu des maires qui n'ont pas peur de prendre des risques et ils ne sont pas là à ouvrir le parapluie pour le moindre prétexte. On a aussi une municipalité qui ne voulait absolument pas travailler avec des cabinets d'études qui viennent nous dire comment il faut faire. On veut garder le contrôle. C'est pour ça qu'on a créé un service culturel municipal pour prendre toutes les choses en main, de A à Z. Donc on réfléchit, on réalise et on essuie les pots cassés si on s'y est mal pris. Ce n'est pas les cabinets qui vous vendent un machin, puis après on ne les voit plus quand il faut faire tourner la boutique. Donc dès la première année, on a pu faire une petite visite, quelques centaines de mètres, un aller-retour en fait. Donc on a vu que ça marchait, les gens ça leur plaisait. Puis petit à petit, on a augmenté le circuit de visite année après année, en fur et à mesure des déblaiements. Et aujourd'hui, on a un circuit de visite en deux parties. La partie inférieure, qui a été désensablée, et la partie supérieure, donc on passe de l'un à l'autre par des escaliers, où il y a les travaux anciens du Moyen-Âge. Ça fait à peu près 650 mètres de circuit de visite normale, donc des visites qui durent de 1 heure jusqu'à 1h30 si vraiment on est bavard. Les visites de 1h30, c'est seulement hors saison. Quand on est en haute saison, il faut que ça tourne, donc c'est des visites qui durent que 1 heure sous terre. Et notre état d'esprit, c'est de montrer, d'expliquer ce qu'on voit dans la mine. Moi, ça m'arrive des fois de visiter des mines touristiques ailleurs, je ne vais pas te dire lesquelles, où je me retrouve planté pendant un quart d'heure dans un endroit où il n'y a rien à voir, avec un guide qui raconte la grève de 1922. Ça me fait chier, quoi. Il n'y a rien à voir. Nous, on veut que les gens comprennent ce que c'est qu'une mine. Donc, on s'arrête à différents endroits, on rentre par des galeries, on explique à quoi servent les galeries, le courant d'air, l'eau qui circule. On commence à voir du minerai ici, mais il n'est pas exploitable, donc on explique les travaux de recherche, la qualité du minerai. On arrive ici, il y a du matériel minier en place pour montrer comment il forait les trous, l'explosif, etc. Et ensuite, enfin, on arrive dans une zone avec une grande salle où on exploitait le minerai. Voilà, il y a une progression pédagogique. Et puis après, il y a le clou de la visite de la partie moderne avec la salle des machines ici. Et après, on monte à l'étage de la galerie du Val, et là, on rebelote, mais on fait un voyage dans le temps. Il a fallu faire des aménagements pour rendre ce circuit confortable et sécurisé. Donc un certain nombre de travaux ont été faits par des entreprises grâce à des crédits de programmes européens qui sont limités. Donc on a fait faire les travaux d'entreprise vraiment sur les trucs très compliqués, très compliqués, des escaliers, des portes blindées pour des problèmes de crue. Sinon, il y a beaucoup de choses que nous on fait nous-mêmes, de la maçonnerie par exemple avec les services techniques. Nous-mêmes, on est polyvalent. Hein. Moi, je suis archéologue, donc historien, guide, conférencier, maçon maintenant, un peu charpentier. Voilà, il faut tout faire. C'est très intéressant parce que du coup, on se retrouve un peu dans les mêmes situations que les mineurs d'autrefois. Du coup, il y a des choses qu'on comprend mieux que si on n'a jamais mis la main à la pâte. Donc, on fait beaucoup de choses en préfiguration, en bois. Et comme ça, quand les entreprises viennent faire le travail définitif en métal, on est sûr qu'ils vont faire les choses comme on a envie qu'ils soient faites et qu'ils ne vont pas prendre trop de liberté et de gestes artistiques
c'est arrivé par le passé. Et aussi, on fait beaucoup d'aménagements nous-mêmes parce que dans la mine, il y a des fois des endroits qui sont compliqués à gérer. Déjà, avant de faire les travaux, il faut faire des déblaiements de dernière minute. Si on rentre dans un schéma classique, on va devoir faire une étude, bureau d'études, machin. Si ce n'est pas déblayé, ben, ils ne peuvent pas avoir la réalité des problèmes qu'on va rencontrer. Et si on commence à déblayer tout de suite, après on sait qu'il va falloir attendre 3-4 ans avant que les travaux de consolidation soient faits et qu'il va y avoir peut-être des problèmes de stabilité. Alors que si nous on fait les choses nous-mêmes avec la bénédiction de notre mère, eh ben, on déblaye, on fait des murs de soutènement avec l'aide des services techniques quand c'est un peu compliqué. Là par exemple, le mur qui est là, on a dégagé, on avait une belle coupe stratie avec des alluvions, avec des remblais miniers. On savait qu'on était tranquille pour quelques mois, il n'y avait pas de problème, ça n'allait pas s'écrouler. Par contre, il n'était pas question d'attendre 2 ou 3 ans. Donc nous, on fait la coupe stratie, on ferraille, on bétonne, on fait des murs en pierre pour que ça soit joli, on fait des marches en béton qui sont bien collés au rocher parce qu'il faut s'adapter à la pente, etc. Donc on a décidé de faire beaucoup de choses nous-mêmes, comme ça les choses sont exactement comme on veut qu'elles soient. Et donc petit à petit, la fréquentation a augmenté, donc tout doucement, dans les années de fouilles et de déblaiement. Il y a eu un pic ici de montée en fréquentation, ici, là, et aussi en recettes. Ça, c'est les recettes en rouge. Et la fréquentation en histogramme. Parce qu'à ce moment-là, on est arrivé à une période où les effectifs du service avaient changé, les gens étaient partis, Yann Coburn est parti à la retraite, donc pendant des années c'était lui qui avait l'obligation, qui venait du très haut, de faire tourner la boutique, mais il n'avait pas une formation de commercial. Il avait plein de qualités, mais il n'était pas commercial. Donc à ce moment-là, comme l'équipe était réduite, il n'y avait plus que moi en fait, on a compris qu'il fallait embaucher des nouvelles personnes et qui avaient un profil approprié. Et donc, grâce à ces nouvelles personnes qui avaient un profil commercial, eh ben, les choses ont vite changé. Et donc, aujourd'hui, on arrive à une fréquentation de 12 000, 11 000 visiteurs. En même temps, on a multiplié le nombre de visites, le type de visite. On essaye de faire des visites où les gens peuvent un petit peu participer. Ça dépend aussi des animateurs. On fait même des visites pour les maternelles maintenant. On a un collègue qui est un petit peu ventriloque, là, qui fait la visite avec une mascotte. Ça marche très bien, les enfants sont ravis. Et donc, on doit aussi tenir compte du contexte local. On fait un four des Alpes. On est loin de grandes agglomérations, donc de public abondant. Et le public, il est là essentiellement l'été, pendant les vacances. Un petit peu hors saison pendant les vacances de Pâques et les vacances de la Toussaint. Il est aussi là en hiver, mais il est dans les stations de ski. Et quand les gens sont dans les stations de ski, ils n'en sortent pas. Donc on n'arrive pas à faire tourner la mine en plein hiver. Donc on a une saisonnalité qui est forte. Donc il faut beaucoup de personnel pendant l'été. Jusqu'à cette année, on était 13 personnes, donc des saisonniers. Et puis il nous faut une équipe permanente tout au long de l'année pour monter les dossiers, pour faire tourner la boutique, etc. et faire les visites en hors saison, les animations hors saison. Donc il faut arriver à trouver des gens qui soient compétents pour faire des visites l'été. C'est pas facile, ça c'est, je dirais, le point le plus délicat. Tout au début, on pouvait profiter des étudiants en archéologie qui venaient faire les fouilles l'été, donc qui avaient participé aux fouilles, donc ça, forcément ça avait des gens qui avaient assuré au niveau guidage. Mais bon, ça a duré qu'un temps. À partir des années 2000, on a arrêté de faire des fouilles avec les étudiants, parce qu'il n'y avait plus rien d'intéressant à faire avec les étudiants. C'était surtout du travail de décombrage. Donc maintenant, on essaye de trouver des jeunes qui, si possible, il faut fidéliser pour qu'ils viennent pendant 2, 3, 4 années d'affilée, le temps des études. Et pour les fidéliser, il faut qu'ils se sentent bien. Donc c'est très important de faire en sorte que l'équipe de fouilles soit la plus dynamique possible et qu'il fasse des travaux polyvalents. Parce qu'un guide, si vous l'obligez à faire 3 visites par jour, le matin, de l'après-midi, pendant 2 mois d'affilée, la première année, c'est bon, ça va, c'est bon, il supporte. La deuxième année, il se dit, ça fait chier, il ne vient plus. Donc si on veut qu'il reste, il faut qu'il puisse faire d'autres choses.
de l'accueil, du téléphone, etc. Donc on a des équipes qu'on arrive à fidéliser. Il faut régulièrement retrouver des nouvelles personnes. Et il faut des partenariats locaux, évidemment le parc national des Écrins qui est juste à côté de nous, des réseaux de culture scientifique, les offices du tourisme, etc. Et là, maintenant, on vient de démarrer un partenariat avec la FFTS, c'est la Fédération française du tourisme et patrimoine souterrain. Donc c'est un groupement qui rassemble toutes les grottes touristiques de France, hein, des petites et des très 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 grosses, des sites qui font plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an, et qui a une action d'aide, de conseil et aussi de lobbying. Et par les temps qui courent, c'est très très important, parce qu'il y a beaucoup de menaces qui vont nous tomber dessus prochainement, avec des renforcements de normes de sécurité ici et là. Et en ce moment, la FFTS fait un gros travail de lobbying à propos du radon. Un sujet bien toxique. Et, tiens. On va saboter la fin. C'était là. Ah, c'est cool. J'avais une carte justement des sites, elle n'a pas passé. Des sites qui. Donc la FFSS est ouverte aux mines et aux carrières. Actuellement, on est déjà 4 structures qui ont adhéré. Il y a d'autres structures qui sont sur le point d'adhérer, hein, certains sont ici. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à créer une sorte de commission mines et carrières pour les problèmes qui seraient spécifiques aux souterrains artificiels. Sinon, pour essayer d'être plus attractif, d'attirer le plus de public possible, on a commencé à développer des produits plus ludiques qui vont faire venir des gens qui ne viendraient jamais faire une visite touristique lambda, ça ne les accroche pas. Donc on propose des jeux, des parcours ludiques, où bien évidemment on essaye de faire en sorte qu'on reste dans le patrimoine. Donc les épreuves sont en lien avec l'histoire de la mine, avec des épisodes, des anecdotes de la mine, avec des problèmes de miniers, etc. Et ça marche très bien, les gens sont super contents. On pourrait peut-être aller plus loin, comme ça se fait ailleurs. Hein, il y a des mines, comme les mines de sel en Roumanie, où il y a des espaces féeriques. En Norvège, on peut dormir aussi au fond d'une mine, on peut faire du sport en Slovénie, etc. Mais là, c'est peut-être plus vraiment de la mise en valeur du patrimoine minier, ce serait plutôt du divertissement, même si on rajoute le terme durable, parce qu'aujourd'hui il y a des labels, ça s'appelle divertissement durable. Ça reste du divertissement, c'est pas de la mise en valeur, c'est pas ce qu'on veut faire. Et je crois que